présente, je suis Thérèse Saint-Gelais, je suis directrice à l'Institut de recherche et d'études féministes, mais aussi, et peut-être surtout, professeure en histoire de l'art. Alors, je me sens dans un public qui est un peu différent de celui que j'ai d'habitude, où c'est plus des arts visuels ou de l'histoire de l'art, mais bon, il peut être possible que je donne davantage, dans mon cas, des exemples en art visuel qu'en littérature, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, on commence avec Martine. Et là, Martine, elle est un peu chiche dans sa bio. Oui. Et je suis un peu gênée de la présenter simplement avec une dizaine de mots. Alors, Martine Delvaux est écrivaine et professeure ici, au département d'études littéraires. Surtout, elle est féministe. Voilà. Martine, à toi la parole. Merci à Catherine, à Laurie de cette invitation qui suit la parution de Pompière et Pyromane. Donc, j'ai écrit un peu comme, j'ai l'impression d'avoir fait les choses à l'envers. J'ai écrit ce livre, je l'ai publié, et ce que j'ai écrit pour aujourd'hui et que j'ai repris est comme un retour sur pourquoi j'ai écrit ce livre ou comment ça s'est écrit, en tout cas en gros. Mais avant de parler, je voulais juste pointer que avec Jennifer Bélanger, qui va parler plus tard durant la table ronde, et d'autres étudiantes et étudiants, on travaille sur un projet de recherche-création qui est en lien avec la douleur chronique et les femmes, et qui touche à l'environnement aussi. Donc, la portion ou la composante écologiste, elle est liée à ce projet-là qui, dans une deuxième version, dans son prolongement, allierait environnement, douleur, maladie et femmes. Et donc, je suis là-dedans aussi, je lis, bon, je vis moi-même avec des douleurs chroniques. Si vous me voyez me lever, c'est parce que j'ai mal au dos, puis bon, faut pas s'en faire, là, c'est juste, c'est comme ça. Et donc, je suis dans ces lectures-là. Je suis aussi dans des lectures en ce moment qui ont à voir, c'est pour ça que je disais que j'ai comme travaillé à rebours. J'essaie de penser que peut la littérature devant cette crise. Comment est-ce que la littérature peut être invitée dans cette crise ou comment est-ce que la littérature invite cette crise? Bon, donc je suis un peu là-dedans. Je lisais cette semaine Amitav Ghosh, The Great Derangement, qui était absolument lumineux dans sa manière de penser le littéraire en lien avec la crise climatique. Donc voilà, donc je vous lis ce que j'ai écrit, puis on verra. Une fois en plein Salon du Livre de Montréal, c'était avant la pandémie, au moment où je me précipitais vers la sortie, je suis tombée nez à nez avec un éditeur, un jeune éditeur, plus jeune que moi, et dont la maison se spécialise dans les essais de gauche, faut-il le préciser, et parmi lesquels des essais écologistes. D'ailleurs, ce qui me vient aussi, en voyant Karine qui était intervenue sur mon mur, ce qui s'est passé autour de Nicolas Hulot la semaine dernière, qui a été dénoncé pour agression sexuelle, je pense plus d'une dizaine de fois. Donc l'ancien ministre de l'Environnement ou de la Transition écologique, j'oublie le titre. Évidemment, ça m'a comme mis en tabarnak. Donc, ça a à voir aussi avec ça. Donc, je crois cet éditeur de gauche et qui publie des essais écologistes très lus, très vendus. Donc, à l'époque, je venais de faire paraître le Boys Club et il me demande comment ça se passe pour moi, le salon. Et je lui dis, ça va, oui, ça va. En vérité, tout ce que je veux, c'est partir. Sortir de là, aller prendre l'air. Mais lui, évidemment, il parle. Et au milieu de toutes ces phrases, de toutes ces paroles, une phrase qui me hante depuis, il dit, au sujet d'une essayiste qui vient de faire paraître un livre féministe, « J'ai hâte qu'elle écrive un essai qui ne sera pas féministe. » Oui, il dit ça, et moi j'entends bien sûr à travers ou sous ces mots, « J'ai hâte de voir arriver sur mon bureau le manuscrit d'une essayiste qui ne parlerait pas seulement des femmes en particulier au lieu du monde en général, le manuscrit d'une essayiste qui n'écrirait pas d'un point de vue féministe et qui alors prouverait qu'elle est une vraie essayiste. » Ce qui me rappelle aussi un commentaire de Michel Biron dans la presse, où il expliquait que s'il n'enseigne pas les essais féministes, c'est parce que, je le cite, « J'estime que c'est un sous-corpus en soi. Pour entrer là-dedans, ce sont ces mots, il faudrait que j'explique dans quel contexte politique ces essais ont été écrits et je ne dispose pas de suffisamment de temps. » Une vraie essayiste, donc, parce qu'elle ne ferait pas dans la spécificité féministe, dans la particularité femme ou non-homme blanc de ce monde. Et en tirant le fil un peu, j'ai envie de dire, une vraie essayiste ne ferait pas dans cette espèce de gossip dont parle Silvia Federici, ces propos de femmes désœuvrées qui ont servi de preuve jadis contre celles qu'on appelait des sorcières.
Moi, j'ai envie de penser que l'essai féministe, c'est justement du gossip, c'est-à-dire un commérage, au sens premier du terme que nous rappelle Silvia Federici, commérage au sens de co-mère, compagne d'accouchement, amie et aussi tisseuse de mémoire. Je vois cet éditeur partout sur mon fil de nouvelles, partout dans mon entourage. Il est brillant, connu, respecté, lui et sa maison, et il gagne des prix. Mais voilà, il a dit ça et je ne peux plus l'oublier. Au moment où je me mets à écrire Pompière et Pyromane, la phrase est plantée en moi. Pour exister en tant qu'essayiste, il faudrait que j'écrive des essais qui ne soient pas féministes. Et là, en ce moment, au moment où j'essaie d'écrire Pompière et Pyromane, désespérée devant l'avenir, l'angoisse au ventre, je ne peux pas le faire autrement qu'à partir de ce que je suis, cette personne qui vit en tant que femme dans un monde sexiste, qui doit réfléchir et écrire sur la crise climatique et essayer de le faire d'un point de vue féministe. L'écriture de la nature a de tout temps été majoritairement masculine et blanche et bourgeoise. Une écriture de l'ego, celle du « lone enraptured male », comme l'écrit l'essayiste Kathleen Jamie. Une écriture parsemée de « je », le texte comme un parterre de « je » blancs et masculins, de telle sorte que les « wild places » racontés par les écrivains ne sont au final pas si wild que ça. Et que ces endroits racontés seront aimés justement parce que conservateurs plutôt que sauvages. Un réconfort pour les propriétaires fonciers, comme l'écrit Kathleen Jamie, la preuve qu'il n'y aura pas de révolution. Ainsi, waiting to be discovered is a wildness which is smaller, darker, more complex and interesting, not a place to stride over, but a force requiring constant negotiation. A lifelong negotiation at that. To give birth is to be in a wild place, so is to struggle with pneumonia. Prendre soin du monde, voilà ce qui est véritablement wild. La gestion égalitaire d'un monde à renaître, comme écrivait Françoise d'Aubonne. Hantée par ce commentaire de l'éditeur d'essai, j'ai donc écrit Pompière et Pyromane en pensant à plusieurs reprises que je finirais par mettre le manuscrit au feu. Qui voudrait lire ça? Qui accepterait de me suivre dans ma déambulation désespérée? Et surtout, à quoi ça sert d'écrire un livre comme celui-là? À quoi ça sert d'écrire tout court, en tant que femme, en tant que féministe, devant cette crise climatique géante, tentaculaire, médusante? Est-ce que l'écriture, ou plutôt l'essai littéraire, ou plutôt encore l'essai littéraire féministe, peut vraiment faire office de bouclier pour qu'on puisse regarder cette extinction de masse sans en mourir? Et qui suis-je, moi, pour m'y atteler? Moi qui ai l'impression de ne rien comprendre. Moi qui n'ai rien d'une scientifique. Moi pour qui les factoids, pour le dire avec Timothy Morton, sont des morceaux d'information que je n'arrive pas à retenir, encore moins à mettre ensemble. Moi qui ne sais peut-être ne faire qu'une chose, écrire. Écrire pour penser des choses que je ne comprends pas. Écrire pour désécrire des paradis qui n'en ont jamais été puisque tout le monde n'y avait pas accès, les féministes qui écrivent y compris. Dans tous les cas, essayez d'écrire. Je pense aux mots de Catherine Wilkinson. Most of the money that's being invested in the climate movement is going to work that is led by white men, and yes, we want them on the team, they just can't be the whole team. Je pense aussi aux mots d'Ayanna Elizabeth Johnson. A lot of the leadership we've seen from men on climate has been singular. They've been working in isolation on their own thing. There's been a lot of ego. Like shine theory, I don't shine if you don't shine, the feminine approach is much more collaborative. Cette règle, I don't shine if you don't shine, renvoie au commérage de la lutte, justement, au commérage, et à celui aussi de l'écriture. À l'écriture écologiste en tant qu'essai. À l'écriture comme un geste féministe qui consiste à essayer d'écrire avec d'autres corps, d'autres voix, d'autres vies, pour la suite de l'humanité. Essayer d'écrire contre le colonialisme du lone and raptured white male, dont la pensée et l'écriture se donnent pour universelles alors qu'il ne s'agira jamais que de lui. Essayer d'écrire contre les éditeurs qui sèment en nous leurs mauvaises graines. Je préfère croire que notre force se trouve là, dans le fait qu'on continue à essayer, même quand on est désespéré, même quand on est convaincu qu'on ne va pas y arriver, que par nos commérages, notre gossip, nos images et nos tissages de mémoire, nous refusons d'être expulsés. Nous refusons cette extinction-là, partir en fumée sur le bûcher de la littérature.
Alors, Eftani. Oui. Eftani, née et vit à Totiake, Montréal, Montréal et au Canada, s'intéresse à la nature, particulièrement au cycle, au rythme, aux formes et aux matériaux qui la modulent. Configurant performance vidéo installation, sa pratique se déploie principalement autour de la figure du jardin, que l'artiste considère comme un espace à la fois naturel et théâtral, ancré dans les dynamismes de pouvoir et des histoires coloniales. Alors, Eve... Bonjour, Eftani. Donc, désolée, je suis très enrhumée aujourd'hui, donc ma voix est un peu... Oui, et aussi, je ne viens pas du milieu académique, donc je vais vous parler dans des mots très simples. Voilà, et je pense que aussi par rapport aux écoféminismes, même chose. Je pense que j'ai été invitée pour parler d'un projet spécifique qui s'appelle Of Roses, How to Embody the Layers of Time, qui fait partie de l'exposition de la Terre qui est à la Galerie du Cam jusqu'à fin octobre, qui faisait partie de la Biennale de Momenta. Il y a quelques photos ici, juste pour vous mettre en contexte pour les gens qui ne connaissent pas mon travail. Et donc, c'est ça, en fait, ma pratique, mélange vidéo, photo, installation, performance, je dirais. À la base, j'ai étudié en cinéma à Concordia, puis je me suis intéressée à comment est-ce que l'image, quand j'ai commencé à avoir des opportunités d'exposition, comment est-ce que l'image peut exister, en fait, en 3D. Disons, là, comme, vu que je faisais de la photo. Comment est-ce qu'elle existe en espace, puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que femme racisée qui vient aussi de culture québécoise colonisatrice, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'exister, puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir le privilège d'avoir accès au lieu, et quel poids ce lieu a, par exemple, sur une terre qui est non cédée. Donc, comment je l'investis, puis pour moi, comment j'investis, donc ça devient à propos de reconnaître ce privilège-là en créant des espaces qui sont plutôt holistiques, plus qu'avoir une pratique qui... je suis justement un homme blanc avec ma passion, je fais des toiles et je les monte pas sur un mur. C'est plus de créer un environnement qui est ouvert, qui est extrait un petit peu des tensions du quotidien, dans lesquelles les gens peuvent prendre une pause, puis qui est très tourné vers le deuil aussi. Puis avec ce projet-là, donc Of Roses, je me suis vraiment intéressée à notre relation à la nature à travers l'histoire et le symbole qu'est la rose. La rose est donc notre rapport à la nature, mais plus spécifiquement notre désir de la domestiquer, de la posséder et de la commercialiser. Moi, c'est venu assez naturellement. J'ai grandi aussi en ville, à Montréal. J'avais pas le privilège, justement, d'aller en campagne et de sortir de la ville et de connaître ces choses-là tant que ça, ou l'intérêt non plus, jusqu'à un long moment. Et en fait, je suis allée à l'île aux Coudes et j'ai comme vu ces espèces de buissons, puis ces fleurs, puis je comprenais pas, parce que j'étais comme, il y a des épines, ça ressemble à des roses, mais il y a juste 5 pétales, puis là, mon ami était comme, ben, c'est des roses sauvages, tu sais. Puis, en fait, ça m'a tellement frappée de me rendre compte à quel point... Moi, j'ai toujours détesté les roses parce que je connaissais seulement leur version commerciale, celles qu'on voit, qui sont en fait des hybrides de thé. Et de me rendre compte qu'en fait, effectivement, ça devient des objets de nature, mais que la source est sauvage. Et donc, moi, en tant que femme racisée aussi, j'ai un rapport à ce terme sauvage, qui peut être très blessant, mais qui peut être aussi un mot qu'on peut se réapproprier, une forme d'être aussi qu'on peut se réapproprier. Donc, c'est ça. À travers cette exposition-là, ben, en fait, je travaille beaucoup par accumulation. Donc, il y a 3 vidéos. La pièce centrale est un documentaire qu'on a vu dans l'autre photo qui est projeté sur un canevas avec un tissu que j'ai teint justement avec des pétales de rose que j'ai collectés au fil de mes marches. Puis, il y a 2 vidéos de performance où là, j'explorais en fait... dans le fond, dans le documentaire, entre guillemets, le documentaire en vidéo, là, je parle vraiment de, en fait, le symbolisme, l'association des fleurs puis des roses avec la féminité, puis je questionne un petit peu c'est quoi cette idée de la féminité, puis aussi le jeu sur le corpus, au début, s'appelait English Rose,
English Rose, qui est comme l'idée d'une femme qui a une peau diaphane, très claire, qui est en fait Princess Diana, qui est agreeable. Donc, de questionner un petit peu c'est quoi cette idée de la désirabilité aussi, qui est aussi au cœur justement de notre obsession avec la rose. Puis à quel point est-ce qu'on... Puis après, je plonge un petit peu justement dans l'histoire de domestication qui a suivi, puis ensuite sur le colonialisme botanique, qui a vraiment suivi en fait finalement l'histoire de conquête. Puis ce que je trouve intéressant avec la rose spécifiquement, c'est ça, c'est une des fleurs qui est les plus vendues, c'est une des fleurs qui est les plus symboliques, c'est une fleur qui a été vraiment reprise particulièrement par l'Angleterre, par Britain, par la couronne, qui est devenue aussi le symbole avec la fleur de Tudor Rose. Puis en fait, l'histoire de domestication, de jardinage, la rose, puis les roses qu'on connaît aujourd'hui proviennent de la Chine principalement, aussi d'Iran. Et en fait, les roses, plusieurs roses en fait ont été apportées, qui est un terme problématique, ont été souvent en fait volées dans ces voyages justement pendant la période de colonialisme en fait, puis d'impérialisme britannique entre autres, mais il y a la France aussi et d'autres places qui ont envoyé des botanistes, des horticulteurs et sur des bateaux en fait où tu sais, le rôle de ces expéditions était vraiment des rôles d'expédition coloniale. Puis on envoyait aussi des naturalistes qui allaient trouver des plantes économiques. C'est sûr que si on pense par exemple au coton, au sisal, à la quinine, il y a plein de plantes qui ont fait participer justement à l'accumulation de richesses puis au projet d'expansion impérialiste. Mais on n'y pense pas nécessairement avec la rose parce qu'on a juste l'impression que c'est un peu... it's non-threatening, mais en fait, il y a toute cette histoire-là aussi qui est derrière cette rose-là, toutes les roses qu'on connaît aujourd'hui. Puis donc, toutes les couleurs, que ce soit le jaune et tout ça, viennent des roses qui étaient de Chine. Et même le nom, certains auteurs avancent que hybride de thé, par exemple, on appelait ça tea roses parce qu'ils venaient dans les cargos de thé. Et donc, même chose, c'est les plantes de thé qui ont été, les secrets ont été volés en Chine, qui ont été amenés en Inde, parce que l'Angleterre avait déjà un système justement de plantation en Inde. Et donc, on pense au thé Ceylon, Darjeeling, et on pense que c'est indien, mais en fait, tout ça vient d'un système, la plante vient d'ailleurs, est importée là pour que l'Angleterre ait la même mise sur le marché du thé. Et c'est la même chose, le même processus avec la rose, en fait, c'est d'aller chercher quelque chose, de se l'approprier. Et là, en fait, je me suis intéressée dans le documentaire justement à comment est-ce que quelque chose qui est étranger est repris. Qu'est-ce qui se passe avec tous les savoirs autochtones, avec tous les savoirs locaux, en fait? Comment est-ce qu'ils sont dilués? Qui sont les personnes qui ont jardiné en premier? On les connaîtra peut-être jamais, l'histoire ne ressortira jamais leur nom. On s'approprie ça. Qu'est-ce qui est perdu dans ce processus-là? Puis comment est-ce que ça devient justement anglais? Comment est-ce que ça devient un symbole finalement, c'est ça, du monde, de la culture de l'Ouest? Puis c'est ça, qu'est-ce qu'on perd à travers ça? Puis comment est-ce que justement ce savoir-là, en fait, finalement, on clame, puis dans la catégorisation, dans les noms, justement, d'utiliser le latin comme langue, comme neutralité aussi. Qu'est-ce qu'on efface? Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on efface? Qu'est-ce qu'on gagne à travers ces processus-là? Puis, comment est-ce que, en fait, cette espèce de relation néocoloniale s'exprime aujourd'hui? Parce que toute la production de roses commerciales est de plus en plus dans les pays du Sud. Pour le marché nord-américain, c'est principalement en Colombie, en Équateur, et pour le marché européen, c'est de plus en plus au Kenya et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Sud. Et donc, on est aussi dans un rapport de production d'un objet nature où, comme nos vêtements, comme notre nourriture, on cache le corps et on cache le corps de labeur. Et ces corps de labeur-là sont principalement des corps noirs, des corps de personnes racisées. Donc, en fait, il y a tout ça, je pense, qui s'entremêle dans cette exposition-là par les matériaux, par la performance, où la performance explore justement ces gestes de labeur-là. Et l'autre performance, il y a 2 vidéos, est plus dans l'idée du symbolisme, de la féminité, puis de cette idée
est-ce qu'on est nous-mêmes nature, est-ce qu'on est nous-mêmes paysage, ce corps. En fait, recentrer le corps aussi comme moteur de changement, en fait. Puis je pense que j'ai parlé assez longtemps, donc c'est ça, grosso modo, c'est mon projet. Voilà. Merci, merci. Alors, Gabrielle Lessard est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2012. Une belle année, 2012. C'était la courte apocalypse. Parallèlement à sa carrière d'actrice, elle s'investit dans la création. Depuis sa première création, Retenir l'aube, en 2013, elle a fondé avec Elsa Posnick le théâtre PAF et mis en scène Les Savants au théâtre aux Écuries en 2016, Déterrer les eaux, une adaptation du roman de Fanny Demeule au Centre de théâtre d'aujourd'hui en 2018 et ici à Espace Libre en 2019. Son texte, Au sort, a été présenté au 16e Jamais lu et lui a ouvert la porte pour une résidence d'artiste d'1 an au théâtre Petit à Petit. À l'hiver 2020, elle a signé la mise en scène de Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d'Olivier Sylvestre. Son dernier texte, La blessure, écrit dans le cadre du 2e Jamais lu hors série, sera créé à l'Espace Libre au printemps 2021. Et là, elle va nous parler de sa création en cours. Oui. Judy. Oui. La création sur laquelle je travaille en ce moment est basée sur une artiste visuelle. Je vais vous faire rapidement, dans le fond, un petit topo de sa vie et ensuite vous expliquer comment ça a été comme une réalisation, comme une incarnation, en fait, que ma pratique était écoféministe par l'étude de sa vie. En fait, tout ça commence environ en 2020, quand je tombe sur la première autobiographie. Cette femme-là s'est auto-documentée. Elle a beaucoup travaillé sur les oubliés de l'histoire, sur les savoirs qui se perdent, le manque de lignage entre les générations de femmes et les transmissions de savoir. Et puis elle-même, pour ne pas tomber dans l'oubli, s'est beaucoup auto-documentée parce qu'elle avait de la misère à rentrer dans les systèmes plus institutionnels des arts. Et puis sa première autobiographie, Through the Flowers, parle justement de sa quête. Cette femme-là, née en 1939 aux États-Unis, d'un père juif, d'une famille juive qui déjà est déracinée parce qu'un 39 juif, il se cache. Le père, en plus, est communiste. Et il parle d'égalité, de filet social dans des États-Unis, beaucoup qui ne sont pas encore ouverts à ces idées-là. Elle grandit dans une maison où on la traite en égal, sa mère est traitée en égal. On ne parle pas de féminisme, on fait juste pas accorder l'importance au fait que c'est une jeune fille. Ils la stimulent intellectuellement et lui font croire que tout est possible parce que pour eux, intrinsèquement, dans leur philosophie pour le communisme, et ce n'est pas la méchante figure du communisme qui est véhiculée, c'est vraiment l'égalité, le filet social. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc, elle grandit dans un milieu d'égalité, dans un milieu où tout le monde est bienvenu, il y a des débats, elle est stimulée. Et tout à coup, après la guerre, le macartisme, et puis il y a une chasse un peu aux sorcières qui est faite, et son père en est victime. Il doit arrêter de militer, il devient vendeur d'assurance, et il développe un ulcère. Tout ça est très symbolique, peut-être que ça n'a pas rapport, et il meurt d'une rupture d'ulcère. Judy, elle-même, jeune enfant, fait des ulcères, et c'est comme, après... Son père l'avait déjà encouragée à faire de l'art et tout ça. Elle commence les cours de dessin après la mort de son père, de façon plus soutenue, plus rigoureuse. Et travaille beaucoup instinctivement sur la figure du centre. Le centre noir, le centre vibrant, le centre douloureux qui veut se déployer, mais quand il essaie de se déployer, il rompt, il saigne et il amène la mort. Et ses profs de dessin, on est dans les États-Unis des années 60 à ce moment-là, c'est l'art moderne. C'est des structures, c'est très dompté, les lignes, les formes, les textures, tout est très contrôlé, c'est très masculin, ça prend des gros outils, ça prend des ponceuses, ça prend des scies, ça prend des gros ateliers, de l'argent, du déploiement. On dompte les formes, c'est épuré et c'est très institutionnalisé. Elle arrive, son prof croit en elle, son prof de dessin, et décide pour lui permettre de continuer dans le domaine des arts ce qu'elle veut faire. Il commence à lui apprendre à ne pas dessiner de formes noires qui ont l'air de des vagins et de ne pas dessiner de fleurs. S'il te plaît, ne dessine pas de fleurs, Judy. Et je t'en supplie, stoppe les papillons. Fait que tout ça part, puis elle le fait, mais lui, il le fait pour qu'elle puisse s'accrocher dans son domaine. Et c'est ce qu'elle fait, elle intériorise
cette idée-là de je vais réussir grâce au bagage de son père, qui a été maté pour ce qu'il croyait, et aussi au matage qui a été fait par son professeur d'art, mais dans une certaine façon pour l'aider à progresser, pas le choix de la mater. Donc, elle se dirige dans une pratique, elle va dans les grandes écoles d'art, elle va prendre des cours de carrosserie parce qu'elle arrive dans l'école d'art et elle se rend compte qu'elle est désavantagée par rapport aux autres élèves qui sont principalement des hommes blancs parce qu'elle ne sait pas se servir d'outils, on ne lui a pas appris, c'est pas dans la culture. Donc, elle s'en va prendre des cours de soir pour faire de la carrosserie, apprendre à faire de la carrosserie, apprendre à se servir d'outils. À un moment donné, elle parle qu'elle est presque devenue une Amazon parce que sur une scie ronde, elle s'est presque passée la poitrine, puis tu sais, parce qu'elle ne voulait pas demander de l'aide, elle s'est beaucoup mise dans un carcan, elle se déguisait, là, tu sais, elle mettait des grosses bottes, elle s'habillait en gars, elle riait des autres filles, elle s'est mise one of the boys, en fait, puis elle s'est mise à intégrer les techniques et à essayer de se faire une place dans le monde de l'art moderne, ce qui a quand même assez bien fonctionné. Là où ça commence à craquer, c'est quand elle a besoin, en sortant de l'école, de se faire une place dans le domaine institutionnel parce qu'elle avait été reconnue comme une artiste professionnelle et qu'elle doit donc avoir des mécènes de l'argent. Et que là, elle commence à recevoir de l'argent par pitié, par des mécènes qui disent « Ah, si t'étais un gars, je t'en donnerais pas parce que ce serait honteux, mais tu sais, je suis pour que les femmes réussissent. » Donc, il commence à donner de l'argent, puis elle commence à se sentir vraiment pas bien. Puis même ses sculptures, elle n'est pas capable, même si elle est formellement capable de faire des sculptures très épurées, avec des formes modernes et tout, elle n'est pas capable de se retenir d'y intégrer des couleurs, d'y intégrer des petites brèches où on reconnaît, dans le fond, que c'est une femme qui est derrière ça. Et elle se fait évidemment, tu sais, ça, c'est comme l'art moderne dans les années 60-70, mais ça, c'est par Judy. Fait que oui, ça, c'est très techniquement difficile à faire, mais elle y intègre justement des couleurs. Puis là, c'est le début, justement, d'une genre de... Puis elle fait des grandes sculptures, des grandes plateformes dans lesquelles il va y avoir des strips couleurs. Fait que quand tu bouges, il y a quelque chose qui veut s'échapper de la structure. Puis elle le fait inconsciemment, ce qui la rend souvent très... elle est bonne, mais pas assez pour être reconnue, mais elle ne peut pas s'en empêcher. À un moment donné, ça éclate. Elle se met à lire. Elle tombe sur des essais, en fait, de femmes qu'elle ne connaissait pas, dans les petites librairies. Georgia O'Keeffe. À cette époque-là, c'est Emily Dickinson. C'était très peu valoriser la littérature féministe, puis elle ne s'était pas enseignée dans les corpus. Et elle se met à compulsivement avaler l'histoire de femmes oubliées et à bâtir elle-même un programme féministe qu'elle va présenter à cette université-là pour refaire le genre de filage. Elle disait, c'est comme si nous, on devait toujours recommencer de zéro ou se conformer à ce qui existe déjà et qui est dominant et qui est comme institutionnalisé et économiquement rentable. Nous, les femmes, sinon, on ne va pas avoir notre place. Donc, elle a décidé d'essayer de comme créer cette lignée-là sur laquelle les femmes de demain vont pouvoir comme prendre leur élan et s'émanciper. Il y a plein... Ce qui est beau dans son œuvre phare qui va naître de cette recherche-là, le Dinner Party, qui est comme inauguré en 1979, c'est qu'au travers de ces recherches-là, elle se met à faire des essais justement sur les arts qui ont été comme relégués à l'artisanat, c'est-à-dire la poterie, la broderie. C'est de l'artisanat, c'est pour faire des napperons, mais c'est noble, c'est difficile, c'est du point par point, c'est toute la... Pour elle, c'est le retour à la simplicité, à la transmission des savoirs, aussi à une certaine humilité, de travailler point par point dans la confiance que va émaner de ça quelque chose de fort et quelque chose aussi qui voyage. Tu peux le rouler, l'envoyer. Il y a quelque chose de magnifique pour elle. Puis elle commence à travailler ces matériaux-là en même temps qu'elle travaille l'histoire des femmes. Puis son projet commence à être connu, puis elle reçoit des lettres de femmes à travers les États-Unis qui font « As-tu besoin d'aide? » Et 5 ans plus tard, ça commence environ en 70, et 5 ans plus tard, elles sont 200 dans un atelier, 200 bénévoles à travailler à l'édification d'une table gigantesque de 39 assiettes de porcelaine. Certaines assiettes prennent carrément forme, se déploient. Il a fallu qu'elle invente des matériaux, qu'elle invente des lacages spéciaux pour mettre forme à son projet. C'était vraiment une réinvention. Et puis, ils étaient 200 femmes à travailler de façon comme bénévole, à se donner des essais, à lire. Il y avait les jeudis potluck où elles échangeaient, où elles se faisaient du empowerment, comme ils appellent. Et tout ça donnait naissance à une œuvre gigantesque qui a été présentée en Première mondiale en 1979 dans un musée, qui avait déjà une tournée un peu mondiale de prévu. Succès populaire incroyable. Échec critique. Parce que justement, il y avait des files de 5 heures pour rentrer. C'est la première fois que les musées voyaient en fait des gens, des messieurs, des madames, qui venaient à leurs expositions, des femmes au foyer aussi, puis ils s'effondraient en pleurs devant l'œuvre qui émanait quelque chose de vraiment fort. Cette œuvre-là, en fait, c'est 39 assiettes qui parlent de la Primordial Goddess, parce qu'elle est partie vraiment
la base des femmes et qui remonte jusqu'à Virginia Woolf. Et sur le plancher de porcelaine est imbriqué 4000 noms qu'elle a choisis, qu'elle a extraits de, mettons, de biographies d'hommes célèbres. Elle fait, mais semble cette femme-là devait être utile, c'était sa femme, c'était sa scie, c'était son amante, puis elle les a comme toutes mis sur un plancher qui sont Et puis cette œuvre-là émane quelque chose de vraiment spécial. Les gens se sont effondrés, en pleurs, les émotions se mêlaient à l'art et les recteurs de musée n'ont pas vraiment aimé ça. Ils trouvaient, ils étaient comme, ben dans le fond, c'est pas de l'art si les gens comprennent. Et la tournée a été annulée. La tournée a été annulée. Le dinner party qui a coûté presque 40 000 $, on est dans les années 70, d'endettement, est retourné dans des boîtes qu'elle devait payer 1 000 $ de storage par mois pour remettre son œuvre dans des boîtes. Et puis, ça a été... la première critique qu'elle a eue, qui est du New York Times, il me semble, c'est vraiment très, très, très comme... À la place de parler de l'œuvre, il parle du fait « Je ne comprends pas qu'une femme qui s'épile autant les sourcils ne s'épile pas aussi la moustache. » Voici la critique de son œuvre, qui lui a pris 5 ans et 200 personnes à faire. On pourrait penser à certains politiciens d'aujourd'hui, c'est comme vraiment ancré. Puis elle raconte à travers ça, c'est l'œuvre phare, puis après c'est comme controverse, je vous ai parlé de ça parce que je peux en parler pendant 4 heures, mais controverse après controverse, elle est toujours active encore aujourd'hui à 84 ans et tout ce qu'elle fait devient de la controverse. Elle commence à avoir des rétrospectives, mais elle le fait avec son cœur. Mais tout est toujours ramassé dans un débat institution, pop, tu n'es pas une vraie artiste, tu es une féministe frustrée. Puis elle, c'est dans une recherche, quand elle parle dans son autobiographie, ce qui m'a vraiment comme vraiment touchée, c'est la recherche de sa propre voix. Et elle était prête pour ça, à subir la controverse, à être un peu comme hors du système toute sa vie pour rechercher sa propre voix. Et ce, toujours avec une certaine dualité, parce qu'elle a besoin des institutions quand même comme moteur de propulsion pour pouvoir justement porter sa voix. Donc c'est un genre de combat qu'elle mène. Et tout ça, c'est la libération dans le fond, puis elle devient écoféministe à la fin de son parcours. Dans sa dernière œuvre, Réflexion sur la mort et l'extinction, elle ramène ça justement que si chacun se concentrait sur sa nature profonde, c'est drôle, elle était très amie avec Anaïs Nin, puis elle parlait beaucoup de la multiplicité des êtres en soi, on porte plusieurs personnes en nous, chaque humain a toutes les possibilités en lui, après il faut juste trouver sa vérité à soi, l'ouvrir sur le monde et rentrer en contact. On peut pas rentrer en contact parce que chacun a en soi ces possibilités-là, c'est très humaniste, c'est très écoféministe, justement, comme la transmission de ces savoirs-là va faire qu'on va diminuer justement les institutions qui étouffent, qui domptent, qui harnachent. Ils vont céder place à quelque chose de complètement nouveau, de complètement surprenant, où tout le monde a sa place et où on va retomber en connexion avec ce qui est important. Et elle le fait par sa pratique artistique. Là où ça m'a vraiment touchée, j'ai décidé d'y consacrer une œuvre, c'est qu'elle a œuvré dans les années 70, elle a consacré sa vie à tendre des ponts dans le présent, puis comme jeune créatrice qui est sortie en 2012, j'avais 26 ans, j'avais l'air d'en avoir 12, puis je m'exprimais comme je m'exprimais, là j'ai comme réussi à comme me calmer, mais j'ai vraiment eu de la misère à faire ma place en tant que créatrice. Ma façon, je comprends comment faire un texte, je m'excuse, Madame Annick Lefebvre, mais je sais comment faire un texte qui va être bon selon les barèmes du centre d'essai des auteurs dramatiques. Je sais comment structurer le revirement de ci, de ça. Je comprends, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, c'est comme je sais que pour avoir ma demande de subvention au calque, pour monter mon projet, il faut que je prouve que ci, que ça, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a comme quelque chose en moi qui avait envie de décloisonner, d'explorer. J'ai été un peu matée par mon milieu. J'ai été un peu accueillie en... Qu'est-ce qu'elle fait? Ça se tient pas, c'est dramaturgiquement faible, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de si. À la place d'accueillir une nouvelle créatrice qui veut s'affirmer, qui est prête à prendre le courage de se louer une salle, de travailler, d'y mettre tout son cœur, puis d'accueillir le début d'une parole de jeune créatrice, de jeune autrice, de jeune metteur en scène, c'est quand même pas rien. De comme se mettre sur la sellette comme ça, j'ai pas été accueillie dans le dialogue de « on a hâte de voir comment ça va se transformer ». J'étais accueillie dans le « what the fuck que c'est ça, bye bye, on passe à autre chose ». Puis je me suis acharnée parce que je me suis beaucoup reconnue en Judy, j'ai une genre d'inconscience. Je fais les choses beaucoup dans le présent, puis après coup, je me dis, si j'avais réfléchi, je me serais peut-être pas... Et puis, ma pratique, c'est beaucoup... Aujourd'hui, je suis plus en confiance parce que je vois l'évolution et je crois que mon milieu commence à voir l'évolution de ma pratique et ce qui fait qu'elle est, je crois, unique et se démarque. Mais c'est parce que j'ai eu l'acharnement, c'est parce que j'ai eu j'ai eu des chances, j'ai eu des rencontres, j'ai eu des opportunités qui relèvent de la chance immense qui m'ont été données. Et c'est comme si... Comment l'écriture peut être matée, comment l'écriture peut être
pour rentrer dans un domaine qui est une plateforme, pour moi, le théâtre, c'est une rencontre, c'est humain, c'est poreux, il reste des imperfections. On veut recréer la vie, il doit rester des imperfections. On ne peut pas tout passer au papier sablé, on ne peut pas déjà torcher. C'est une démarche, puis il y a quelque chose qui est aussi dans mon parcours, j'ai toujours voulu intégrer beaucoup des sujets politiques, dont l'écologie, qui est très, très, très importante pour moi. Puis je voulais comme un peu le plaquer dans des faits, dans des statistiques, justement. Puis je réalise que, dans le fond, ça, c'est un rapprochement extrêmement fleur bleue. Je suis fleur bleue, mais cette façon-là qu'on a de mater la nature, de mater les paroles, de mater les rencontres, de mater les formats et les formes de communication, correspond à comment on mate la nature, comment on essaie de la contrôler, de la mettre à notre service parce qu'elle nous fait peur, en fait. Puis parce qu'il y a une blessure d'ego, il y a une blessure d'amour. L'humain manque d'amour, l'humain a peur, il est fragile, je comprends. Fait qu'on a comme besoin d'être rassuré dans des formats prédéfinis puis dans des choses qu'on sait comment qu'on peut contrôler. Et je trouve que la parole et la nature, dans ces cas-là, auraient moyen d'être libérées à laisser justement prendre la place, casser l'asphalte, déstabiliser, mais dans un effort de réunion sincère et de trouver justement des nouvelles formes, parce qu'on ne va pas trouver des nouvelles formes à force de toujours mater. C'est ça. Merci, Gabrielle. Émilie Bélanger. Oui. Alors, Émilie est une ex-doctorante en sciences de l'environnement. Elle est née à Montréal et vit maintenant entre un verger et un lac, où elle élève des carottes et cultive des bébés. Après avoir occupé différents emplois en recherche, en enseignant et en travail social, c'est à travers ses écrits, essais, pièces de théâtre, poésie et fiction qu'elle tente de comprendre les liens qui sous-tendent l'écosystème contemporain des femmes au travail, mères et créatrices qui aspirent à un équilibre plus grand que la réussite sociale, pour ne pas dire à un équilibre sacré. Émilie, c'est à toi. Merci. Merci à nouveau à Catherine et Laurie de me permettre d'être ici. Je trouve ça le fun, au fur et à mesure que la journée avance, déjà on a comme plusieurs éléments, puis il y a des liens qui se font entre les présentations de chacune, puis dans la courte bio, vous le voyez, je viens du monde des sciences de l'environnement, puis en environnement, on travaille à faire des liens. On essaie de comme dégager tous les petits... les fils, les ramifications qui sous-tendent des systèmes et qui n'ont pas besoin d'être dans la logique de comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. On peut décider de comparer des éléments différents en autant qu'on ajuste l'échelle et qu'on trouve des dénominateurs communs. Alors aujourd'hui, je vous présente un projet de création. Puis vous allez voir, tout ce bagage-là environnemental est super présent là, dans ce que je vais vous présenter. Puis je dois aussi mentionner, comme d'autres l'ont fait, que c'est vraiment encore embryonnaire. C'est jusqu'à il y a comme 2-3 semaines. Il y a 2-3 semaines que j'étais comme « Ah, mais oui, c'est l'écoféminisme qui lit tout ça. » Tu sais, ça reliait différents projets de création sur lesquels je travaille depuis quelques années. Puis sur celui-là que je vous présente en ce moment, qui n'est pas écrit, qui est vraiment comme... Je vous amène dans ma réflexion, là, dans l'état des lieux de la réflexion. Fait que ce serait un projet, c'est en littérature, en création littéraire, une fiction, qui se voudrait comme un genre de laboratoire, justement, pour, comme ça a été dit, pour essayer de comprendre, d'explorer, de cerner l'écosystème d'une femme actuelle, contemporaine, d'une femme qui est en âge de travailler, qui est dans la population active, qui est mère, et qui est créatrice aussi, et qui aspire à l'équilibre. Bon, ça, jusque-là, ça va. Mais un équilibre, cette femme-là, elle a un problème, c'est que l'équilibre dans la société, trouver sa place dans la société, sa position sociale, c'est comme pas assez. Il y a comme quelque chose qui manque, et surtout, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est qu'il y a une question qui demeure en elle, puis là, c'est une question que j'emprunte à Ines Straking, qui est une des théoriciennes de l'écoféminisme. Elle a dit ça en 1970. C'est comme, à quoi bon prendre part à l'égalité, à un système qui nous tue toutes et tous? Donc, pourquoi vouloir, à quoi bon ça sert de vraiment, ça rejoint un peu ce que Martine disait, à quoi bon écrire des fois? Je veux dire, OK, écrire, mais en bout du compte, je vais contribuer moi aussi à une forme de violence,
qui existent de domination. Alors, quel est mon rapport par rapport à ça? Je dois m'inscrire dans quelque chose de plus large. Et c'est là que l'idée, donc pourquoi penser un projet d'écriture en termes d'écosystème? Bon, parce que je viens de là, que ma tête pense comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter à la création ou la littérature de penser en termes d'écosystème? Puis, c'est parce que, au fur et à mesure de lire, que je lisais sur les écoféminismes, différentes personnes qui ont écrit là-dessus, je voyais qu'il y avait un vocabulaire quand même qui revenait justement de système, de lien, tantôt, tu as dit, c'est quoi le mot pour feedback loop? Des boucles de rétroaction. Donc, les boucles de rétroaction peuvent être positives ou négatives, c'est-à-dire qu'il y a un système qui va s'emballer, ça va devenir de plus en plus gros, ou négative, c'est-à-dire qu'il y a une cause, un effet, puis là, la boucle, ça va atténuer la cause première, Fait que là, je voyais que les écoféminismes qui servent à... qui a quelque chose de commun, ça va être de tisser des liens entre différents types de féminisme. Avec les écosystèmes, ce à quoi je pensais, c'est que, j'imaginais une toile d'araignée, disons. On imagine une toile d'araignée qui est tissée, là, puis à chaque fil, quand il y a une petite feuille qui tombe sur la toile d'araignée, ça crée une vibration, puis l'araignée la sent à un endroit ou à un autre de la toile, puis des fois, la vibration est super importante, des fois, c'est comme une roche, fait que ça va être comme déchiré. Mais, pour en revenir à la question, à quoi bon prendre part à égalité à un système qui nous tue toutes, c'est dans le sens que tant que la toile n'est pas déchirée, on peut travailler à l'intérieur de ce système-là, mais tant qu'elle n'est pas changée, tant qu'il n'y a pas une révolution, il n'y a pas une libération nécessairement non plus. Et alors, c'est ça, comme je disais, c'est que ça prend un dénominateur commun pour étudier les systèmes. Fait que là, je prenais l'exemple, mon exemple actuel de cet écosystème femme-là. OK, ça va être quoi son dénominateur commun? De quoi on parle? Récemment, c'est ça, il y a 10 mois, j'ai accouché de mon dernier enfant. Donc, j'ai eu 3 enfants, puis j'ai 3 enfants. Et le processus d'accouchement a été un processus, en fait. J'ai eu 3 accouchements différents et le dernier était à la maison, chez nous, avec des sages-femmes. Premier à l'hôpital, césarienne. Deuxième, maison de naissance, accouchement physiologique. Troisième, accouchement physiologique à la maison avec sage-femme. Et ce processus-là, pour moi, a été un processus d'affranchissement parce que, je reviens à mon dénominateur commun, c'est que pourquoi l'idée de dire, moi j'accouche à la maison au mois de janvier, dans une tempête de neige, avec les sages-femmes autonomes, pourquoi cette décision-là va être jugée comme potentiellement dangereuse, irrationnelle peut-être, tu sais. Puis le point de départ, c'était, je parlais à mon père après l'accouchement, puis il dit 2-3 jours après, puis comment ça a été? Ça a quand même été difficile, je veux dire, il a fallu que le bébé sorte, là, je veux dire, c'est pas fait comme ça. Je disais comment ça a été ardu, puis il disait, là, c'est toi qui as voulu ça, t'aurais pu aller à l'hôpital. T'as choisi ça, tu sais. Et j'étais comme, OK, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Donc, quand on prend un choix qui, pour nous, correspond à une certaine forme de liberté, de réappropriation du corps, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, d'associer quelque chose, de changer de ce qui est perçu comme un danger, moi, je vais te dire comment vivre. Non, moi, je vais voir comment je me sens, puis ça, c'est pas nécessairement dangereux. Donc, ce processus-là, c'est associé, comme c'est ça, à l'irrationnel. Puis après ça, je me suis dit, ça existe dans on peut changer d'échelle. Là, je parle à l'échelle ma personne. Mettons qu'on va au niveau, par exemple, à l'échelle politique. Bon, à ce moment, on est dans un certain gouvernement. Les scientifiques s'entendent pour dire qu'il y a des actions en environnement qui doivent être prises, des changements, tout ça. Mais les mesures qu'on devrait prendre sont utopiques, sont non concrètes, sont irrationnelles, sont peut-être même dangereuses parce que ce ne sera pas toute l'humanité qui va pouvoir manger. Il y a comme tout un espèce de rapport au danger
Dans les choix de carrière aussi, on parlait, tu viens juste de parler d'une démarche personnelle artistique, donc quand on choisit de travailler dans le monde des arts, le rapport à l'institution, qu'est-ce qui se passe avec le rapport à l'institution, ou décider d'être dans les marges, c'est dangereux, c'est irrationnel, ben voyons, pourquoi tu ferais ça, tu sais, je veux dire, change ta façon de penser, tu sais. Fait que là, je voyais ce dénominateur commun, et donc c'est dans une démarche d'empowerment, de reconquête. Et voilà, fait que c'est ça, il y a l'idée d'être dans le système, mais dans le éco, c'est de raccrocher ce système-là à autre chose que, par exemple, le système social. Et c'est la même chose dans les écoféminismes, je pense. Il y a comme les féminismes, puis là, les féminismes peuvent être raccrochés. C'est comme si on prenait la toile d'araignée, puis on peut regarder juste le centre de la toile, qui pourrait être système ou féminisme. Puis là, si on élargit un peu, il y a d'autres éléments qui viennent modifier puis faire bouger ces fils-là, mais qu'on peut intégrer au portrait global. Ça, c'est comme l'idée. Maintenant, comment fait-on parler le fleuve, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Qu'est-ce que ce serait comme le projet d'écriture? On a parlé aussi de transmission entre les générations et tout. Puis en continuant à réfléchir et en parlant avec Karine, d'ailleurs, dans son bureau, j'avais dit 2-3 projets d'écriture. Puis j'étais comme, mais ça peut être un projet. C'est que par rapport à... Ben là, c'est ça, il y a cette femme ici, en ce moment, qui cherche l'équilibre. Puis il y a aussi une lignée du côté du père, qui, ça donne, c'est des médecins, des chercheurs, biologistes, avec un certain statut social. Et là, quand je regarde du côté des femmes, on a une lignée de femmes artistes qui n'ont pas été au bout de leur carrière, donc qui ont été vers l'institution. Donc, ça n'a pas été des femmes, mettons, qui sont restées à la maison pour s'occuper des enfants puis qui n'ont pas eu de vie professionnelle, mais ça a été une vie quand même brisée du point de vue artistique, au sens pour pouvoir avoir un certain statut social, une indépendance financière aussi. Donc, à la place, par exemple, d'être danseuse de ballet, ben, on a une professeure de danse, ou à la place d'une chanteuse d'opéra, on a une administratrice de salle de spectacle. Donc, des choses comme ça. Fait que là, moi, je me trouvais comme à cette croisée des chemins, puis c'est quelque chose qui pourrait m'arriver. On a parlé de mon background scientifique. Il y a aussi une expérience de jeune créatrice. Alors, comment dépoussiérer, justement, ces influences-là, tous ces aspects-là qui se jouent? Fait que ça, c'est comme l'échelle, tu sais, spatio-temporelle, transmission, génération, puis ce qui vient après aussi à travers les enfants. Qu'est-ce qui va suivre? Mais par rapport à la littérature, je voulais quand même juste mentionner le point que, tu sais, je m'intéressais aussi beaucoup aux américanités. Ce courant de pensée qui sort le Québec de son isolement. C'est-à-dire que dans la littérature québécoise, au lieu de le percevoir juste comme on parle du Québec, par le Québec, pour le Québec, et même son rapport à la nature, ben, c'est comme si ça, c'est les Amériques, ben, il y a quelqu'un qui écrit ici en haut, mais il y a des réalités communes dans les écrits. Par exemple, dans les écrits d'Haïti, les écrits d'Amérique du Sud, des États-Unis aussi, qui vivent un rapport à la colonisation, qui vivent un rapport aux besoins de décolonisation, d'affranchissement, d'empowerment. Et comme les écoféminismes, pour moi, sont une façon de changer d'échelle, comme je l'ai expliqué, je pense que ce projet de création-là aussi voudrait explorer ça dans l'écrit, c'est-à-dire peut-être changer de lieu, pas juste se concentrer en haut au Québec. On a parlé de la ruralité, de l'urbanité aussi. Par exemple, mon père avait son cabinet dans le Centre-Sud dans les années 80 jusqu'à 2010 environ. C'est un quartier dans lequel j'ai vécu. Et alors, tout le rapport à l'accessibilité à la nature ou pas, ça faisait vraiment partie de cette vie-là. Ah oui, mais je vais juste terminer là-dessus pour faire un lien sur comment donner la parole au fleuve, de ce dont on discutait tantôt. C'est que je pense que si en parlant des personnages, tu sais, dans un livre éventuel, tu sais, quand on parle de la nature, ça pourrait être la forêt qui est située à côté de la maison de cette personne-là, ça pourrait être une pierre sur laquelle elle va se recueillir quand elle va prendre une marche en forêt, tout ça, mais
comment ces autres éléments-là, qui ne sont pas des personnages, donc qui ne sont pas des humains, peuvent occuper une place aussi grande dans l'écrit, que ce ne soit pas juste ce que la personne, ce que ce personnage-là, femme, pense, mais comment aussi donner une place presque égale. Quelle est la place de cette pierre dans l'écosystème de cette femme-là? Peut-être que cette pierre est très, très importante. Là, j'imagine un lieu où la femme va. Peut-être que cette pierre est tellement fondamentale qu'elle est plus importante que le travail qu'elle occupe, par exemple. Ou que la présentation qu'elle vient faire dans une université. Non, mais c'est ça que je veux dire. Quelle est la place du jardin pour faire un lien? C'est ça. Merci à vous quatre, c'était fort pertinent et intéressant. J'ai pris quelques notes, évidemment, mais peut-être qu'il y aura des questions tout de suite qui vont ressurgir, mais je me permets de regrouper, de tenter de regrouper vos interventions. Ta question, Émilie, à quoi bon, ça me touche beaucoup, là, à quoi bon prendre part à un système qui nous tue toutes, là? Il me semble qu'on se le demande à tous les jours de pourquoi on fait ça. Puis on continue quand même, et puis on nous le dit souvent, pourquoi tu continues? Bon, c'est vrai, hein? C'est un peu difficile. Puis en fait, ça devient de ta faute, parce que ben, tu as choisi ça, là, le fameux tu as choisi ça, là. Tu deviens responsable de ton malheur, même si ce que tu veux faire valoir se trouve, à ton avis, sur un meilleur chemin. J'ai perçu aussi dans les exposés beaucoup d'éléments de violence dans ce que tu disais, Ève, entre autres, là, tu sais, le vol, l'appropriation, la neutralisation, la violence sourde, en fait, ou muette, on va savoir comment on peut la dire. Je voyais dans ta phrase, qui est un peu étrange, la première fois que je l'entendais, puis je suis d'accord avec toi, qui ferait un beau titre de livre, « Je déteste les roses ». Mais moi aussi, je détestais les roses, mais je ne l'ai jamais formulé comme tel. Et là, je suis contente, je pense que je vais pouvoir le dire, et je comprends pourquoi je déteste les roses. Puis Martine aussi, évidemment. Martine, je pensais que tu allais nous parler un peu de Greta. Ben, je devais, mais finalement, j'ai non. Moi, j'avais hâte d'entendre parler de Greta. Je me suis dit, comment est-ce qu'elle va arriver à sa conclusion, mais qui est tout dans un monde de cœur aussi, là, mais il y avait de la violence aussi beaucoup dans ton propos, ne serait-ce que par cet cet écoféministe, ou Nicolas Hulot, ce personnage écologique qui a fait part d'une grande violence, et puis cette conclusion que tu arrives avec ce bûcher là, de la littérature. Gabrielle, je connais pas mal Judy Chicago pour toutes sortes de raisons. J'ai fait mon travail de maîtrise sur Through the Flower. Ben, il se trouvait que j'allais faire une thèse sur l'autoportrait et que comme c'était une autobiographie, Through the Flower, ben, c'était dans ma talle, je pouvais pas passer à côté. Évidemment, j'aurais plein de choses à dire, mais je vais laisser les autres prendre la parole parce que Judy Chicago, en fait, elle a été beaucoup critiquée pour son essentialisme féministe, son retour à la vulve et tout ça dans toutes ses assiettes. Et puis, on pourrait en parler très longtemps, là, c'est clair. C'est clair. Il y a des essais consacrés juste à la réception critique que j'ai lus justement sur l'image de l'essentialisme. Mais on pourrait en parler vraiment longtemps. Je pensais que tu allais parler de ces œuvres qu'on en voit sur la couverture, le plus vaporeuse. Je pourrais, c'est juste 12 minutes. Non, mais qui s'opposait justement aux œuvres modernistes parce que c'était totalement de la libération, justement, ça sort du carcan. Ouais. Puis là, et qui ont été annulées dernièrement par des écologistes. Elle était censée faire une performance il n'y a pas longtemps dans le désert de flair de couleur, puis ça a été annulé par des écologistes. Et toujours au milieu de... Alors que ce qu'elle défendait, c'était une vision d'œuvre, c'est comme... ça dématérialisait vraiment toutes les œuvres modernistes. Exactement, c'était très approprié, là. Et là, on pourra revenir à tous ces sujets, évidemment, mais j'ai deux recommandations
à vous faire. À qui, à nous? Ah oui, à tout le monde, à tout le monde. D'aller voir, entre autres, l'exposition chez Vox qui reprend Art et féminisme, où se trouvait l'œuvre de Judy Chicago dans les années 80. Puis quand Judy Chicago était présentée à Montréal, il y avait une file au musée d'art contemporain aussi. 5 heures d'attente. Ah oui, non, je m'en rappelle, puis j'étais fâchée parce que je me disais, comment ça se fait que c'est pas moi qui peux rentrer en premier, c'est moi qui la connais, Judy Chicago. Mais ça, c'est Thérèse qui se révolte. Et je vous suggère aussi d'aller voir l'expo chez Occurrence de Marie-Claude Boutillier. Je le dis parce que, tu l'as vu, Martine? Non, pas encore. Mais, du 18 décembre. Parce que, tu sais, quelle est la place de l'artiste? À travers quoi l'artiste doit passer pour devenir institutionnel ou ne pas devenir institutionnel. Et elle fait ça avec une vidéo qui la représente, elle, et qui tricote en même temps. Là, je vois peut-être une personne ici qui a vu l'exposition. Alors, ben là, je vous donne la parole. Moi, j'ai essayé de regrouper des éléments communs. Je ne sais pas si j'ai raison. On a parlé, on a évoqué peut-être plus des trucs de violence, je pense, que de care comme tel. D'essentialisme aussi à sa manière. Alors, je vous donne la parole peut-être pour échanger autour de ça. Moi, je vais me lancer. Allez, Karine. Je vous remercie là, pour toutes vos présentations. C'est vrai qu'il y avait ce dénominateur-là commun entre les trois, dans le sens que l'essai, c'est comme ça, il faut que ça soit comme ça. Si on dit l'essai féministe et tout ça, puis effectivement, dans la pratique théâtrale, même là, tu l'admets du côté, tu l'admets du côté de l'accouchement et tout, mais c'est des façons de faire qui sont préétablies, qui sont reproduites, puis dès qu'on en déroge un peu, on se fait actif. Mais Ève t'a pointé quelque chose qui est pour moi un paradoxe qui est insoluble, puis là je vous lance la grande question, mais c'est parce que tu sais, on offre beaucoup de fleurs aux femmes, tu sais, on offre tout le lien que tu disais entre les fleurs et la féminité et tout ça, puis effectivement, en Colombie, en Équateur, qui sont des pays producteurs de fleurs, les productions de fleurs font en sorte que tout ce que tantôt je parlais de la toxicité des sols, le fait que les femmes ne peuvent plus cultiver des légumes, c'est les femmes qui se retrouvent en grande partie avec ça, avec leurs enfants sur les toits et tout ça, pour produire des femmes, pour produire des fleurs qui sont vendues au nord et offertes à d'autres femmes. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'insoluble là-dedans, c'est-à-dire que dans ce retour-là, parce qu'on assiste en littérature, on assiste depuis une bonne dizaine d'années, il y a tout un néo-terroir, il y a tout un retour à la terre. On parle de la nature et tout, il y a un retour, mais on est comme dans un nœud, en tout cas, parce que j'entends des personnes autour de moi critiquer le fait là, c'est quelque chose de très privilégié, quelque chose de un retour à la terre et tout ça, puis de privilégier un certain néo-terroir, puis en même temps, parce qu'on est dans ce nœud-là aussi, que tu exprimais et que tu pointais vraiment bien, je trouvais, à travers les plans. En tout cas, voilà, je lance la grande question. Je ne sais pas si elle est bien formulée, mais... Si je peux essayer de reprendre, peut-être. C'est sûr que moi, en tout cas, dans comment j'ai envisagé cette exposition-là, c'est un parcours. J'envisage toutes mes expos un peu comme un jardin où il y a toujours les 3 vidéos qu'on peut voir en même temps parce que je ne veux pas que ça soit didactique. Puis pour moi, c'était très important de faire très attention justement à ne pas faire des... C'est pas que je suis pas positionnée dans mon rapport, dans mes idées, mais je veux pas non plus dire... je veux pas tomber justement dans des affirmations puis des jugements. Par exemple, un des gros problèmes justement, je pense, sûrement des écoféminismes, mais en tout cas du mouvement vert, c'est justement d'effacer complètement l'intersectionnalité justement, puis comme toutes ces de classe-là aussi, puis tout ce rapport. C'est pour ça que pour moi, c'était important de terminer avec qu'est-ce que ça veut dire Puis aussi, je m'intéresse aux différentes formes. Je m'intéresse à l'idée de fleurs sauvages, je m'intéresse à l'idée de fleurs de jardin, là, qui est pas la même chose qu'une fleur commerciale, puis celle que je déteste, ces roses-là, c'est des commerciales, tu les vois, ça n'a pas l'air d'une rose, ça pousse pas en nature, puis les tiges sont longues comme ça, parce qu'elles sont poussées en serre, on développe des technologies, comme tu dis, des fois hyper toxiques, pas toujours non plus, tu sais. Puis j'ai vu plein de documentaires qui sont comme « Ah, à Saint-Valentin, acheter local, blablabla, il faut pas, parce que les femmes au Kenya sont, tu sais,
les pauvres qui sont forcés. Puis pour moi, la question n'est pas si simple. Ben, elle est pas juste pour moi, mais à mon sens, elle n'était pas si simple. Je n'ai pas les réponses, mais qu'est-ce qui arrive si tu ben, déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'acheter un bouquet local à 40$? Qui peut faire ça? Pas moi. Qui, après, donc, acheter des fleurs, c'est un luxe à la base, première chose. Deuxièmement, OK, on achète juste local. C'est quoi le système qui est derrière qui permet qu'il y ait justement une production à ce niveau-là, qu'elle soit au Kenya, qu'elle soit en Équateur, qu'elle soit ailleurs, en fait? C'est plus de poser la question, puis c'est pas juste au niveau de l'horticulture, c'est pas juste au niveau des fleurs, c'est au niveau de tout notre rapport d'inéquité. Le fait que je sois présente ici repose sur une inéquité profonde. Puis pour moi, c'est un peu ça, justement, puis c'est le problème de plein de féminismes, justement, c'est d'effacer, en fait, les réalités des personnes autochtones, d'effacer les réalités, surtout quand on parle d'écologie, quand on parle de territoire, quand on parle de fleuves, quand on parle de... comment est-ce qu'on rallie tout ça, justement, puis comment est-ce qu'on fait des ponts, tu sais, puis c'est vertigineux, tu sais, c'est comme... C'est énorme, puis donc c'est pour ça que pour moi, c'est juste d'imaginer un jardin botanique, là, qui est comme voici le savoir, voici la nature, voici les plantes, puis en fait de devenir un peu fragmenté, puis d'être juste, de poser plein de questions, justement, puis en fait d'être juste comme, ben, il y a tout ça derrière, c'est pas anodin, une rose, justement, de donner une fleur, d'acheter une plante aussi en pot, là. C'est pas anodin, il y a tout un système derrière, puis c'est juste de commencer à au moins s'éveiller à ça comme un premier geste. T'sais. Puis après, ben, c'est sûr qu'effectivement, moi, je ne clame pas avoir aucune solution, mais je pense que c'est un travail, en tout cas, de désapprentissage profond, qui est de désapprendre, je pense justement à ce qui est hérité du capitalisme colonial, de penser que je ne suis pas nature, de penser que je ne suis pas mon environnement, de penser que ma présence en ville ne veut pas, est autre que ma présence en nature. Pour moi, c'est juste de comme vraiment tout... C'est un travail de désapprentissage que j'amorce, c'est vraiment de façon très humble et très... je sais pas. Je sais pas non plus. Mais c'est de poser au moins ces questions-là, de regarder, puis dans le geste, justement, d'avoir un geste de care. Oui, il y a une violence inouïe, je pense, qui est là, effectivement. Puis une violence qui est effacée, qui est juste proposée comme étant comme... justement, cette neutralité, tu sais, c'est une rose anglaise, c'est pas neutre du tout, justement, de s'approprier ça. C'est de dire, voici un paysage québécois, c'est pas neutre. C'est quoi le Québec? C'est une histoire de violence, c'est une histoire d'appropriation. Puis après, de bâtir une identité isolée, justement, de dire on est québécois, on est envahi par les anglophones, qui efface tout l'autre envahissement, tous les autres envahissements qui se produisent tous les jours, puis qui font que je gagne plus d'argent qu'une femme autochtone, ou je suis plus en sécurité qu'une femme autochtone. Donc, toutes ces questions-là sont derrière des choses, toutes ces choses dont on parle, en fait, c'est extrêmement complexe. Donc, c'est ça, mais il y a des gestes de care, je pense, qui sont peut-être plus dans les performances, dans ces gestes-là, dans justement, comment est-ce que mes mains, là, qui héritent de tout ça, quel geste je pose après. Mais je pense que ce paradoxe-là, en tout cas, moi, comme écrivaine, mais blanche, avec tout ce privilège, c'est comment... Est-ce que j'ai même le droit d'écrire? Et donc, devant la crise climatique, en disant il faut s'engager, d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que j'ai le droit d'écrire? Et je pense que j'ai écrit Pompière et Pyromane dans ce paradoxe-là. Et en essayant de trouver une forme qui peut-être pouvait rendre sensible et lisible cette question du privilège, ces écarts, ces difficultés, cette prise de position politique qu'il faut avoir, et donc intersectionnelle, mais en trouvant une forme qui n'était pas une forme pédagogique, qui n'était pas une forme qui correspond à l'essai classique, avec toutes les notes en bas de page, et puis les références, et qui va lire ça. Essayer d'explorer une autre forme pour que ça se rende, peut-être, en étant en même temps convaincu que ça ne se rendrait pas. T'sais, ça, je ne sais pas comment on fait pour le dénouer. Vraiment, je ne sais pas. Puis il y a des moments où moi, je me dis, il faut juste comme... Le fond de moi a envie de dire, je me retire, parce que qui suis-je pour faire quelque chose? Je trouve ça vraiment... En fait, tu touches au... C'est là que ça fait mal. C'est exactement là que ça fait mal. Parce que dès qu'on est en train de créer, peu importe la forme d'art qu'on pratique, on est déjà dans cette position de privilège. Et donc, on est comme, mais merde, c'est pas à moi de le faire, mais je suis là puis c'est ce que je fais.
Et donc, cette espèce de voix Annick, est comme, c'est très compliqué. C'est très compliqué, vraiment. Cette violence-là qu'il ne faut pas accepter. Et si moi, des fois, je me dis, ben moi, je suis dans la position la plus... je suis la plus susceptible de me rebeller contre cette violence-là parce que je crains pas grand-chose, en fait. Il peut pas me faire grand-chose, donc c'est à moi de la subir. Tu sais, je me mets là. Fait que c'est comme un double... Ouais. Je sais pas si c'est clair, mais ce tiraillement-là, il est dans tous les sens. Bien, tu disais tout à l'heure dans ton exposé, Martine, moi c'est des mots que j'aime, tu n'as peut-être pas le droit d'écrire, mais tu as le droit de désécrire. Et je pense que ça nous appartient. Est-ce que la désécriture ou le désapprentissage, comme tu disais, Ève, également, de désapprendre, est en train de créer une autre forme de domination ou on prend la place de qui? En fait, il ne faut jamais perdre de vue ces questions-là. Non, mais c'est fatigant d'être féministe aussi, hein? C'est pas toujours... C'est pas reposant. Non, c'est pas reposant d'être féministe, on a quelques insomnies. Laurie? Juste pour rebondir à ce que vous dites, ça m'interpelle beaucoup, puis toutes vos présentations, je vous en remercie beaucoup. Une chose, par contre, je trouve qu'il faut faire attention, on peut jouer le jeu du jeu à somme nulle, dans le sens que si une femme blanche parle, c'est qu'elle est... Puis aussi de rester dans une idée de pluralité, sans effacer non plus les rapports de pouvoir. Donc l'idée, c'est pas nécessairement, puis aussi de rester, bon, c'est évidemment la théorie, les théories des points de vue situés, mais pas besoin d'être dans les théories, mais juste de se situer dans le monde, dans le territoire, dans les rapports de pouvoir qui s'inscrivent où on est, qui s'inscrivent dans nos corps aussi, le fait que j'ai un corps capable, selon des normes, que je peux me déplacer, que je vis dans un système capacitiste qui me donne des privilèges. On peut se situer, mais je pense qu'il faut pas... Moi, en tout cas, du moins, je veux pas que personne se taise. Bon, c'est sûr que quand c'est de la violence, oui, peut-être, mais dans le sens que la question de la pluralité est importante et nécessaire, en fait. Puis, je m'intéresse beaucoup, c'est ça, aux conditions de solidarité, coalition écoféministe. Puis j'ai trouvé ça intéressant que tu dises que les écoféministes sont blancs, alors qu'en fait, c'est des luttes principalement qui sont des femmes du Sud, par exemple Vandana Shiva, qui ont. Ça, c'est une tension qui existe dans les. Je ne voulais pas dire que les écoféministes sont blancs. Je veux dire qu'il y a toutes ces tensions-là qui existent. Non, excusez, je me suis très mal exprimée, mais il y en a dans les féministes, par exemple. Et donc, dans les écoféminismes aussi, il y a ces tensions-là qui existent, puis il y a des courants différents. J'efface pas du tout. Non, mais c'est l'origine d'avoir reformulé. Non, je voulais juste corriger parce que j'espère que c'est pas mais reste que c'est une question importante parce qu'en fait, ça, c'est la réappropriation des écoféministes d'une certaine manière peut invisibiliser certains courants, puis il y a des questions aussi à se poser. Est-ce que les féminismes autochtones sont nécessairement des écoféministes? Est-ce qu'on est en dialogue? Donc, je pense que la question de la pluralité, puis d'ouvrir les dialogues est centrale, en fait, aux questions écoféminisme, justement. L'idée, c'est pas nécessairement... Puis, avant de réagir là-dessus, ce que je trouve intéressant dans toutes vos présentations, c'est aussi l'aspect de la rébellion et de la marge, et la question du système, mais aussi le fait qu'on ne veut pas travailler dans ce système-là. Par contre, on en fait partie, donc la fatigue et la violence qu'on se fait subir à soi-même de se confronter à ces systèmes-là constamment, en espérant les détruire aussi d'une certaine manière, mais en la nécessité de survivre aussi. On ne peut pas passer à côté. Là. On vit dans une société où il y a tellement de précarité, on va se nourrir, on doit se loger. Donc, ne pas non plus se mettre dans des... Lily qui a parlé de la question des échelles, on dirait que dans les pratiques au sens large, que ce soit celle de l'enseignement, on dirait que c'est tout ce rapport de négociation constant avec le monde qui est extrêmement fatigant en fait, mais comment ces rapports de négociation avec le monde qui sont contingents à la manière dont on vit en ce moment traversent différentes échelles en fait, comment justement on sort parce que c'est peut-être là où j'arrive à trouver encore un peu de secours dans la manière de travailler, mais de me dire comment est-ce que dans les différentes sphères de la vie, j'arrive à travailler à des échelles qui sont différentes en fait. C'est Del Giroux qui dit ça et ça m'inspire toujours beaucoup, qui dit il faut tout faire.
Elle dit qu'il faut tout faire. Mais il faut tout faire, oui, mais de quelle manière, dans quels soins, avec quelles attentions et à quel niveau. Enfin, puis encore une fois, c'est pour moi la manière dont je vais penser ces questions-là, qui sont des grosses questions, c'est dans des questions de posture, mais qui ne sont pas, qui se métamorphosent constamment, enfin, qui sont à différents endroits, dans une pratique d'enseignement, dans une pratique de conversation gratuite, dans une pratique d'accompagnement artistique. Enfin, et j'ai l'intuition que c'est à travers ces métamorphoses constantes qu'on peut réussir à tenir un tout petit peu ces négociations avec le monde. Dans la discussion qu'on a en ce moment, un élément qui me frappait, c'est que, tu sais, comme on cherche à comment dénouer le nœud, mettons, mais est-ce qu'on est obligé, tu sais, au sens où il y a comme quelque chose dans la philosophie occidentale, là, je ne sais pas des terrains que je connais tant que ça, là, je fais une généralisation, mais de vouloir trancher, tu sais. Est-ce que c'est à gauche, à droite, de vouloir choisir son camp? Est-ce qu'on peut parler de ça ou on ne peut pas parler de ça? Qui on inclut, qui on efface dans les écoféministes, tout ça, alors que les contraires peuvent coexister aussi, et coexistent en fait, où on parle des différentes échelles. Oui, certaines fois, on décide à quelle échelle on travaille, mais ça ne veut pas dire que ça enlève les autres non plus. Elles existent quand même, tout existe comme en même temps. C'est ça l'affaire, c'est que c'est comme dynamique, puis... fait que c'est ça. Moi, je pense que mon point, c'est juste de se dire que c'est correct aussi si on choisit pas, puis on est encore comme mouvante. Il resterait peut-être un petit peu de temps pour un commentaire ou une question. Mais je voudrais juste abonder dans ton sens. Alors, tu as dit mouvement, puis moi, je pense que la mouvance, justement, est hyper importante, puis absolument centrale, justement, dans tout ce qu'on dit, dans même qui suis-je pour faire ça. Oui, cette idée d'établir, OK, voici les privilèges dont j'ai, pour moi, c'est une base. À partir, c'est pas obligé d'être vu comme juste un shame, justement. Non, je pense que c'est juste d'être comme, tu as dit mon posture, justement, c'est de quelle posture je fais les choses, mais comme tu dis, c'est un questionnement constant, puis de toujours l'avoir en tête quand on travaille, puis justement que c'est pour ça aussi que c'est important, en tout cas, à mon sens, être féministe, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose de tentaculaire, c'est quelque chose qui change, on a des nouveaux langages, on a des nouveaux mots, on a le corps, on a plein de nouveaux savoirs, puis on s'ouvre. Je pense qu'on est vraiment dans une période d'ouverture, justement, comme une pluralité de savoirs, puis de revaloriser des façons différentes de savoir. Puis, en tout cas, j'aime vraiment cette idée de mouvance, justement. Puis, c'est de se ramener aussi, d'accepter que c'est en redéfinition constante, qu'on est toujours en recherche, c'est de se ramener humblement au niveau de la nature aussi, qui est un réagencement constant d'atomes. Il y a 4 atomes dans l'organique. Il y a le carbone, il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène, puis il y a l'azote qui se défont, se refont, se défont, se refont. Et on dirait qu'il y a quelque chose d'humble aussi d'accepter que ça va être un remodelage constant de nos vies, de recommencer. Ça nous empêche justement de s'éloigner de la base, puis d'imposer des structures qui étouffent. Dans le fond, cette humilité-là, savoir qu'on n'est qu'une réorganisation microscopique qui est belle, qui fait du sens, qui est cyclique, en fait. On finit sur ces belles paroles. Merci à tout le monde.